Bonjour et bienvenue à cette conférence consacrée à la nouvelle version du BRC, c'est-à-dire la version 6 de ce référentiel d'audit correspondant aux matériaux d'emballage. Je suis heureux de vous accueillir. Plusieurs d'entre vous me connaissent, je m'appelle Pierre Bouchet. En tant que responsable technique agroalimentaire au sein de Lois Register, j'en charge la partie technique, agroalimentaire et emballage au niveau de la zone Sud-Europe. Je suis également auditeur et formateur sur un ensemble de normes et référentiels en qualité et sécurité alimentaire, ISO 9001, ISO 22000, IFS Food, logistique, broker, F2SC Food et F2SC 22000 Packaging. Bienvenue donc à cette conférence à laquelle vous allez participer. Je vais vous présenter les principales évolutions du référentiel BRC, emballage. Comme toujours avec une nouvelle norme, de nouvelles exigences sont introduites, mais également de nouveaux concepts. Et il est important pour vous de bien gérer votre transition. Cette conférence, qui va durer environ 1 heure, n'est pas une formation, mais plutôt un tour d'horizon des principaux changements. Merci à vous d'avoir pris du temps sur votre agenda en cette fin d'année qui est souvent chargée. À l'issue de cette conférence, vous connaîtrez donc explicitement de la part de votre certificateur Lois Register 1. Les principaux points clés de ce référentiel. Deuxièmement, notre message technique. Troisièmement, notre approche et la méthodologie pour assurer votre transition. Comme vous devez aller à l'essentiel, je vais tenter dans cette heure de vous éclairer sur les principaux points clés de votre transition. Dans cette transformation digitale, Lois Register reste votre partenaire et vous propose donc aujourd'hui ce webinaire. Aussi, si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le chat, c'est-à-dire directement en ligne. Puis cette conférence d'1 heure comportera 2 parties. Tout d'abord, 45 minutes de présentation. Vous m'écouterez. Ensuite, 15 minutes de questions-réponses. Dans ces 15 minutes de questions-réponses, ça sera un réel temps d'écoute, vous permettant de poser vos questions en direct. Vous êtes nombreux et vous pourrez utiliser la boîte à questions pour nous permettre d'échanger à distance sur nos principales préoccupations. Dernier point avant de démarrer, vous recevrez à la fin de ce webinaire, une fois que vous serez déconnecté, une enquête de satisfaction. Cette enquête de satisfaction vise à nous améliorer, bien sûr. Elle ne vous prendra que quelques minutes. Une fois l'enquête complétée, vous recevrez alors un lien pour écouter ce webinaire qui est enregistré, si vous le souhaitez, mais vous recevrez surtout la présentation en format PDF. Alors vous êtes prêts? Très bien, nous démarrons. Je vous souhaite une très bonne conférence. Notre mission aujourd'hui, et la mienne, c'est d'être à vos côtés. Voilà, tout d'abord pour partager avec vous les modalités d'un plan de transition version 6. J'aurai également un rôle d'explication, vous expliquer les principaux changements et quelles sont les conséquences pour des sites certifiés ou des sites qui engagent cette démarche pour la première fois. Lois Register est également à vos côtés pour vous assister et nous reviendrons sur les modalités selon lesquelles Lois Register peut vous accompagner en fonction de vos besoins. Et comme je vous le disais, dans le dernier quart d'heure, je tenterai de répondre à vos principales questions. Très rapidement, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Pierre Bouchet. Je suis responsable technique agroalimentaire et en emballage. Je travaille depuis 17 ans au sein de cet organisme international. Je suis donc formateur et responsable technique. Je connais les référentiels BRC, IFS et F2SC, comme je le disais. Je gère aujourd'hui le système qualité des produits agroalimentaires au niveau du groupe et au niveau de la zone Sud-Europe. Je suis référent technique pour les référentiels IFS à l'international. Donc avant de rejoindre Lois Register, j'ai travaillé dans le secteur de la recherche, au niveau de l'INRA, également dans les secteurs publics, ce qui était avant connu au niveau de la DRAF, maintenant des DPP, mais également dans le secteur bien sûr agroalimentaire, fruits secs, produits laitiers, fromagers. J'ai une expérience d'audit dans plus de 400 entreprises, à la fois agroalimentaire et en emballage, en France et au cas par cas à l'international. Voilà, en quelques mots, donc Lois Register, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes votre partenaire. Nous réalisons plus de 50 000 audits chaque année. Nous sommes un organisme international. Nous formons également
plus de 100 000 industriels chaque année. Nous sommes présents dans plus de 195 pays. Notre groupe Loist Register a plus de 30 ans d'expérience et notre domaine d'expertise dans l'agroalimentaire est important. Nous travaillons sur plus de 60 référentiels tout au long de la supply chain et nous proposons plus de 25 programmes d'audit. Au niveau international, nous avons plus de 500 experts auditeurs et formateurs à votre service. Voilà, je vais maintenant aborder donc la mission que s'est fixée le BRC sur la partie emballage et notamment avec cette nouvelle version qui est la version 6. Donc le premier axe, c'est d'améliorer la sécurité des denrées alimentaires. En tant que producteur d'emballage, soit producteur de verre, soit producteur de papier, soit producteur de matières plastiques ou autres, vous avez besoin d'assurer vis-à-vis de votre client une sécurité, une qualité. Et vous avez un besoin d'amélioration. Donc dans ce contexte-là, la certification est vue par les propriétaires de référentiels comme un outil d'amélioration continue, afin de fournir à vos clients, je dirais, des produits de qualité et qui répondent à leurs besoins. Le BRC vise également à fournir à l'industrie tout un ensemble d'outils et une information afin de leur permettre d'orienter leur choix stratégique, mais également de faciliter ces phases d'amélioration. Mais également, l'enjeu de ce référentiel d'audit, c'est de vous faciliter l'accès à vos marchés nationaux, mais également à des marchés internationaux. Alors, comment se passe et comment s'est passé le calendrier, puisqu'on arrive pratiquement au bout, dans cette phase de transition à la version 6? Je dirais comme classiquement, je ne vais pas y passer trop de temps, il y a des groupes de travail qui examinent, je dirais, les axes de développement. Donc ça s'est fait entre mai et janvier 2019. Ensuite, une phase d'ébauche, de draft d'une norme. Avant d'arriver à une version finale, il y a différentes ébauches. Donc ensuite, un groupe de travail final a travaillé dans le détail sur les exigences, sur le protocole, sur les modules additionnels, on y reviendra. Et puis ensuite, une phase qui est importante, puisqu'on est sur un référentiel reconnu internationalement, une phase de traduction dans les différentes langues. Donc le référentiel BRC Global Standard emballage est désormais disponible en français, mais également en d'autres langues. Et puis il y a également d'autres documents d'appui technique qui sont publiés. Bon, ces documents sont payants, mais ils peuvent faciliter également votre accès à la norme et à son interprétation. Donc en août, cette norme a donc été publiée, ainsi qu'un guide d'interprétation. Et les premiers audits, ça c'est important, les premiers audits selon la version 6 vont démarrer le 1er février 2020. Donc, ce qui signifie que tous les certificats qui sont actuellement en version 5, pour ceux qui sont certifiés, resteront valides jusqu'à leur date d'expiration, mais néanmoins votre renouvellement, à partir de février 2020, devra se faire selon cette nouvelle version. Alors, revenons rapidement sur le contexte de cette version 6 et pourquoi une évolution. Vous me direz encore une évolution. C'est vrai que les évolutions sont nombreuses, mais il faut comprendre leur driver, il faut comprendre la logique d'une évolution. Donc, premier objectif déjà, c'est un alignement de la version 6 par rapport aux exigences qui sont imposées par le GFSI. GFSI étant le Global Food Safety Initiative, comme vous le savez sans doute, et qui est le référentiel qui agrée chacun des normes à l'international. Et donc, c'est le sésame de reconnaissance internationale. Ça, c'est la première exigence. Nous verrons notamment que la notion de culture de sécurité alimentaire, qui n'est pas seulement un nouveau concept, est apportée par le GFSI. Deuxième exigence, qui est indéniablement un rapprochement entre des exigences de référentiel et une réglementation, c'est le programme de surveillance microbiologique de l'environnement. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que des entreprises agroalimentaires sur ces dernières années ont été amenées à renforcer ou à être face à des crises sur des problèmes microbiologiques liés à l'environnement. Donc il est important également que les fournisseurs d'emballage soient au fait de ce sujet. Et donc là, on est dans un rapprochement, comme je le disais, notamment avec des éléments liés à la réglementation américaine, donc le FDA, qui vient donner un éclairage particulier sur ces sujets. Troisième, je dirais, moteur d'une évolution, c'est le besoin d'intégrer, comme je le disais, donc une notion de culture de la sécurité des aliments, mais sur des aspects pratiques et opérationnels. Et on les retrouve
aujourd'hui dans le BRC Food, dans sa version 8, mais également ça sera applicable dans la version 6 de ce référentiel. Et puis une volonté également, même si les 8 catégories du BRC, que sont donc la production d'emballage en matière verrière, la production de papier, puisqu'il y a des gens qui font partie de ce domaine, ou la production d'emballage en plastique, etc. C'est de réviser plus largement le champ d'application de ce référentiel d'audit. Alors, rappelons, je dirais, en quatre axes, quels sont le contenu du BRC emballage version 6. Tout d'abord, c'est un référentiel avec un nom et un nouveau logo. Donc ça, je dirais, c'est pour l'aspect marketing. Mais à côté de ça, il y a toujours un protocole d'audit qui définit les différentes dispositions de ce référentiel. Donc là, il y a eu une simplification avec notamment une suppression sur les niveaux d'hygiène, puisqu'il y avait niveau d'hygiène standard ou niveau d'hygiène élevé. Donc ces deux catégories disparaissent. Et puis sur la formule d'audit inopiné qui devait se faire en 2 étapes, ça a été abandonné. Donc ce qui est important pour vous, c'est d'identifier les exigences importantes. On les verra. Donc ce qu'il faut retenir, c'est 4 axes. Tout d'abord, et c'est ce qui demande pas mal de temps, c'est l'introduction d'une culture sur la sécurité des produits et de la qualité. Donc une culture de la qualité, généralement, elle est présente, mais dans un monde qui est en changement, où on demande de l'engagement de la part du personnel, la culture n'est pas seulement un vocabulaire, c'est vraiment une adhésion de chaque salarié, mais pas de tous les salariés, de chaque salarié à la sécurité des produits. Nous le verrons en plus en détail. Deuxième chose, je le disais, donc une clause est introduite sur la notion de management environnemental, donc de bien s'assurer qu'en fonction des applications, si on fabrique par exemple du papier de cuisson, que ce papier de cuisson ne va pas avoir des aspects négatifs pour la microbiologie, ou par exemple si on fabrique des préformes, donc ces emballages qui vont servir ensuite à être soufflés pour venir conditionner des jus de fruits ou du lait ou d'autres liquides alimentaires, bah, pareil que dans l'environnement de production de ces emballages, on n'est pas amené du risque. Donc l'accent est mis également sur la qualité des produits, sur leur sécurité alimentaire, mais également en termes de système, donc c'est le dernier point sur lequel je reviendrai également en détail, c'est la notion de mesures correctives et préventives. Donc là, on a une nouvelle clause fondamentale. Vous savez sans doute que le BRC présente des clauses fondamentales, donc c'est des clauses où il ne faut pas effectivement être avec une mauvaise évaluation de l'auditeur, parce qu'on peut aller jusqu'au refus de certification. Donc nous reviendrons également sur cette nouvelle clause fondamentale. Sachez également, même si j'en dirais assez peu de choses, qu'il y a des modules complémentaires dans le BRC. Donc avec le BRC 8, vous avez par exemple le gluten free, mais vous en avez d'autres. Donc sur la partie emballage, il y a un nouveau module qui concerne, pour ceux qui sont fabricants de matières plastiques, le contrôle des granulés, des flocons et de la poudre, afin, je dirais, d'éviter tout un ensemble d'effets néfastes. Nous le verrons dans un des derniers transparents. Voilà, je dirais, pour cette première approche globale. Alors, les points essentiels à retenir sur ce nouveau référentiel, c'est d'abord un besoin de répondre aux besoins du marché et de réduire la complexité du déroulement d'un audit, à la fois pour vous et également pour l'auditeur. C'est pour le BRC la volonté de mieux reconnaître par des exigences mieux rédigées la diversité des industries liées à l'emballage. Puisque je vous le disais, il y a 8 domaines qui sont quand même très différents entre un four ou du parachèvement sur du verre, ou également des opérations de, de printing sur des emballages souples. Voilà, c'est des process qui sont différents. L'enjeu reste toujours le même, mais c'est de continuer sur l'amélioration de la transparence et de la traçabilité au sein de la chaîne d'approvisionnement, pour éviter tout problème et assurer ce qui est demandé dans la réglementation. Enfin, c'est également l'opportunité pour les petits sites. Quand je dis petits sites, c'est des sites qui sont en phase de développement, sur parfois des marchés qui sont en croissance rapide, d'améliorer la sécurité pas à pas, notamment quand ils sont sur des procédés où il y a encore besoin de mettre en place des dispositions sous forme d'instructions de travail et d'enregistrement. Donc sur des sites qui sont encore en développement. Quels sont les bénéfices de la version 6?
C'est toujours important de voir quels sont les bénéfices. Quand on arrive vers un changement, on y va parfois un peu à reculons, mais bon, c'est un bénéfice qu'il faut regarder et puis en faire plutôt une opportunité qu'un risque. Donc, comme je vous le disais, la version 6 est reconnue internationalement par le GFSI, donc il y a une vraie légitimité de cette certification, de sorte qu'elle soit acceptée par vos clients dans l'industrie alimentaire, en lieu et place de leurs propres audits. Hein, c'est une norme avec un protocole unique, donc qui est audité par un organisme tierce partie comme l'OIST Register. Euh, Vous avez également la possibilité d'aller sur le BRC Directory, donc qui est accessible et qui donne une reconnaissance je dirais, mondiale à ces démarches de certification. Chose importante également, c'est, comme je vous le disais, un champ d'application qui est complet, puisqu'il va couvrir 8 secteurs dans l'emballage, au niveau de la qualité, de la sécurité, des aspects réglementaires, donc tout ce qui tourne, je dirais, autour des préoccupations de vous en tant qu'industriel. Donc l'idée, c'est également de répondre aux exigences réglementaires. Une norme se substitue jamais à une veille réglementaire, mais vient faciliter son implémentation. Et enfin, le BRC, comme tous les autres référentiels, propose, pour ceux qui le souhaitent, des programmes à la fois sous forme d'audit annoncé et également non annoncé, pour voilà, euh, permettre une évaluation de différentes manières. Alors, venons maintenant sur les risques hein, et tout ce qui peut constituer des non-conformités majeures au regard d'une évaluation. Alors, déjà, vous le savez sans doute, pour ceux qui sont certifiés, il est important que vous respectiez la date d'échéance qui est indiquée sur votre certificat. Vous pouvez éventuellement anticiper votre audit, mais vous ne pouvez pas le réaliser au-delà de la date qui est indiquée. Donc, voilà, il faut donc être prêt. Hein. Autre point qui est important, qui peut constituer une non-conformité majeure de la part de votre organisme de certification, l'OIST Register, c'est si vous n'avez pas identifié dans vos non-conformités internes, c'est-à-dire au niveau des audits internes, des audits de seconde partie, ou même au niveau des écarts identifiés par l'OIST Register, les causes des non-conformités. Alors ça, c'est très important parce que identifier les causes racines, c'est éviter bien sûr la récurrence. Une non-conformité majeure serait ouverte si vos audits internes ne sont pas réalisés selon ce nouveau référentiel. C'est indispensable, bien évidemment, mais on a toujours tendance à dériver sur les fondamentaux. Et notre but ici, c'est de vous éclairer sur les principaux risques, de sorte de bien gérer votre plan de transition. Point également qui arrive parfois en audit, si votre surveillance de CCP dérive, elle n'est plus sous maîtrise, vous ne pourrez plus démontrer que vous êtes en conformité avec le référentiel. Vous devez bien sûr conserver vos enregistrements. Hein. Vous avez ici la référence, le 334 parle des enregistrements. Les enregistrements sont la preuve du fonctionnement de votre système. Ils sont donc nécessaires et ils doivent être produits dans le courant de l'audit. Votre système HACCP, donc d'analyse de risque, doit identifier les principaux dangers et évaluer les risques. Donc un auditeur, vous le savez, regardera ça d'une part en salle, mais également ira sur le terrain pour challenger votre démarche. Si par exemple on identifie que des risques corps étrangers ou des risques allergènes ou des risques poussières sont présents, que sais-je, en fonction des applications de vos métiers, votre démarche doit rester cohérente. Et c'est la raison pour laquelle également votre système de gestion des dangers, d'évaluation des risques doit être revu au moins une fois par an. Donc ne l'oubliez pas, ça c'est valable également pour vos prérequis. Ne l'oubliez pas, c'est une fois par an. Votre système de traçabilité doit être en place et doit être testé. Hein, donc pensez également à cette exigence. Et à côté, je dirais, de tous ces aspects opérationnels liés à vos démarches de sécurité alimentaire, vous devez disposer d'une évaluation de la sécurité et des mesures de protection contre tout ce qui est acte de malveillance. C'est un autre sujet, mais qui peut être, je dirais, considéré comme majeur s'il n'est pas sous maîtrise. Également, point important, en termes de traçabilité, notamment si vous avez des phases de sous-traitance, hein, donc si vous avez des processus externalisés, hein, vous devez assurer par l'intermédiaire de questionnaires ou par des tests de traçabilité une démonstration évidente que vous maîtrisez ces aspects-là. Voilà quelles pourraient être des non-conformités majeures. C'est pas exhaustif, mais ça vous donne déjà un premier éclairage. Deuxième autre possibilité, c'est d'avoir des non-conformités mineures.
Donc là, on n'est plus sur le même niveau, c'est moins important, mais ça vous demandera également un plan d'action. Donc je rappelle, non conformité majeure est bloquante pour une recommandation. Une mineure, en fonction de son nombre, va venir impacter votre grade. Donc si vous avez identifié des dangers de vos risques, mais pas de manière exhaustive, sans risque réglementaire ou risque immédiat, bon, là on considérait que c'est une mineure. Vous devez également, et ça on voit régulièrement des anomalies, avoir des processus qui vous permettent de gérer et d'utiliser, de stocker, de manipuler des produits chimiques non nécessaires à la production, de sorte d'éviter tout risque de contamination. Hein, ça peut être des produits de maintenance, des peintures, bon, tous ces produits qui peuvent être utilisés sur un site. Attention également à tout ce qui est réparation provisoire, tout ce qui est bout de ficelle, morceaux de scotch, posés dans des parties où pour différentes raisons on a pris des mauvaises habitudes, hein, ou parce que on considère que c'est un moyen qui ne va pas durer longtemps. Et le jour de l'audit, on retrouve ces éléments. Chose qui ressort assez fréquemment, notamment quand on assiste à des changements de format, on se rend compte que les procédures de nettoyage ne sont pas documentées de manière adaptée. Il manque une précision, il manque des éléments importants. Donc ça, attention, c'est un point où beaucoup d'entreprises ont régulièrement des non-conformités mineures. Pour éviter justement tout ça, pensez qu'une politique de nettoyage est une politique au fur et à mesure. C'est une politique quotidienne. Bien sûr, un site peut assurer du nettoyage de manière hebdomadaire, mais c'est bien dans un nettoyage au fur et à mesure qu'on évite les phénomènes boule de neige et qu'on reste cohérent. Évitez également la pénétration des nuisibles dans les locaux, hein, par un prestataire efficace qui vous apporte une vraie valeur ajoutée. Pensez également à assurer la pertinence et le bon développement d'un registre vert et plastique dur. Dans vos métiers, vos clients ne veulent pas être confrontés à des risques verts ou des risques plastiques durs. Pour eux, c'est un corps étranger, comme vous le savez. Vos diagrammes de flux également, qui font partie de votre démarche HACCP et qui détaillent les différentes opérations de votre process, ces diagrammes d'opération doivent être vérifiés et doivent être conformes à la réalité. Sur les aspects d'infrastructure, vos murs, sols, plafonds, vous le savez, tuyauteries doivent être maintenus en bon état et propres. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, et c'était le cas pour moi il y a une semaine, lors d'un audit, face à des opérations de nettoyage avec des chiffons, le site ne s'était pas rendu compte que ça faisait tout un ensemble de peluches qui venaient, pour des raisons électrostatiques, se coller sur les murs. Et souvent dans les phénomènes d'emballage, hein, notamment quand on va venir processer des films, les vitesses avec lesquelles les films sont déroulés, réenroulés, peuvent assurer des phénomènes électrostatiques avec présence de poussière non souhaitable. Hein, donc ça, il faut y penser et assurer une propreté des sols, des murs et des plafonds et des tuyauteries de manière fiable. D'accord. Pensez également à vos audits internes. Hein, vos audits internes doivent être réalisés. Donc soit on est sur une mineure, soit on est sur une majeure. Tout dépend, je dirais, la profondeur et la gravité de la situation. Voilà pour les principaux risques. Faites de ces situations des opportunités, non des risques. Donc les secteurs aujourd'hui qui sont concernés par des démarches, je le disais, donc sont principalement les procédés d'impression qui sont complexes. Hein, donc y a certains participants, donc des procédés d'impression plus simples, également l'industrie du verre, tout ce qui est emballage en métal, les plastiques rigides et souples, vous voyez, qui représentent également une étape importante, et d'autres procédés éventuels. Alors maintenant, venons plus en détail sur ce qui vous intéresse, à savoir les principaux changements au niveau des exigences du référentiel. Alors, tout d'abord, les analyses de danger désormais doivent être réellement fondées sur une évaluation des risques. Ça, c'est un point important. Voilà, c'est votre évaluation des risques qui est déterminante. On voit également une nouvelle clause qui est fondamentale et qui traite des actions correctives et préventives. J'y reviendrai plus en détail. Vous devez également assurer la transparence et la cohérence tout au long de votre chaîne d'approvisionnement. Vous devez également, on reviendra plus en détail, élaborer un programme de surveillance microbiologique au niveau de l'environnement, de vos lignes de production, mais également de manière globale. Nous verrons qu'en termes d'hygiène, il y a une simplification des exigences en se fondant sur la notion de risque, ce qui est plutôt une bonne chose. Puisqu'avant, on avait 2 niveaux. Maintenant, c'est vous, au travers de votre analyse de risque, qui définissez la pertinence. Enfin, je le disais, il y a une simplification du protocole au niveau de tout ce qui est audit inopiné.
et la possibilité pour ceux qui sont dans la production de matières plastiques de demander une certification selon un nouveau module qui concerne tout ce qui est le contrôle des granulés, des flocons et de la poudre. Voilà, donc revenons maintenant plus en détail sur ces changements. Donc déjà, les dangers et risques. Toujours important de bien comprendre le contexte et les objectifs avant de se lancer dans un retoilettage ou une modification de vos dispositions. Désormais, vous devez avoir un processus d'analyse des dangers qui est fondé sur une évaluation de risque. Donc l'enjeu pour vos sites, c'est de mettre en place une culture de la sécurité alimentaire pour renforcer au quotidien le respect des exigences de la norme. Ce n'est pas si facile que ça. Hein, je vous invite à vraiment travailler ce sujet. Donc l'enjeu, c'est bien d'établir et de développer une culture sécurité qualité des produits au sein de l'entreprise. Alors maintenant, venons plus en détail sur quelle exigence précise tout ça. Donc bien évidemment, c'est une équipe de gestion des dangers et des risques qui est multidisciplinaire, qui doit être en place, donc qui doit comprendre à la fois des responsables techniques, mais de la qualité, donc maintenance, voilà, production, et toute autre fonction pertinence. Hein, ça peut être également les achats. Et si l'entreprise ne dispose pas de cette expertise, elle peut faire appel à une aide extérieure, mais cette maîtrise doit rester de la responsabilité du site. Elle ne peut pas être totalement externalisée. Voilà, ça c'est un des points de départ. Une gestion par une équipe qui connaît bien, qui est formée hein, sur les démarches et qui va bien aller chercher les bons dangers, les bons risques. Voilà. Autre point important, et paradoxalement, bien que c'est un sujet qui devrait être maîtrisé depuis 15 ans dans les entreprises, on voit régulièrement des anomalies sur ce sujet. Donc ça, c'est une nouvelle clause fondamentale qui a été élaborée car les actions correctives et préventives relèvent de la responsabilité de chacun. C'est pas de la responsabilité de tous, c'est bien de la responsabilité de chacun si l'on veut réduire au minimum les risques. Donc là aussi, il s'agit de maintenir et de développer une solide culture d'analyse des causes au sein de l'entreprise. Et on se rend compte que souvent, les entreprises prennent des raccourcis. Elles prennent des raccourcis en allant chercher la solution à une situation non conforme. Et souvent, quand on prend ce raccourci, on a une anomalie. Alors regardons en détail ce qui est demandé. Hein. Il est bien demandé une procédure avec analyse des causes racines ou fondamentales. Pourquoi? Pour empêcher la récurrence. Ça, c'est fondamental. Ça paraît une évidence, mais c'est régulièrement, je dirais 20% du temps, nous ouvrons des écarts là-dessus. Il y a aussi un besoin d'identifier les tendances. Hein. La tendance, c'est votre agilité à prendre du recul et à non seulement regarder les choses de manière individuelle, mais de manière consolidée. Bien sûr, sur des sujets qui ont un rôle, et souvent on voit que les entreprises ont du mal à prioriser leurs actions correctives et préventives, elles tombent dans un système d'inflation, elles sont face à une quantité de choses, et le rôle de chacun, le rôle de coordination de la qualité est importante, parce que les interfaces, en termes de délai, sont souvent complexes à gérer. Mais c'est par un système de revue régulière, à la fois des audits internes, des audits tierces parties, des plaintes, d'identifier les anomalies sur les instruments, sur les bâtiments, avant qu'un incident se produise. Et ça ne doit pas être laissé au hasard. Hein. Donc un site doit bien évaluer l'efficacité des causes fondamentales et échanger avec la direction, escalader au niveau de la direction ces anomalies. C'est fondamental. Maintenant, abordons un autre point, la traçabilité. Pareil, autre changement, mais qui est toujours sur le même fondamental, c'est de développer une culture pour assurer une transparence au sein de la chaîne d'approvisionnement. Donc vous voyez que l'impact ressources humaines, implication des gens est très important. Un site doit être capable de récupérer des résultats de production lors des audits internes, lors des audits externes ou même en cas de crise. Donc la traçabilité reste un fondamental. Et vous ne pouvez pas, si vous souhaitez réussir votre audit, c'est ce que nous vous souhaitons, être en dérive. Hein. Donc vous devez être en capacité de démontrer un suivi transparent des matières premières jusqu'au produit fini et jusqu'à votre client. Hein, depuis la réception, les différentes étapes. Et parfois, on peut constater des anomalies. Par exemple, si un site décide, par exemple, de faire des nettoyages intermédiaires avec des produits recyclés, par exemple, avec du granule, voilà, de plus ou moins basse qualité, il faut que tout ça soit bien suivi. Et il m'est arrivé parfois de rencontrer des anomalies majeures sur le sujet.
Alors, regardons en détail deux exigences aujourd'hui. Donc la traçabilité, vous allez me dire c'est un sujet hyper connu, pourquoi revenir dessus? Bah, c'est parce que notamment ici, cette traçabilité doit comporter également tout ce qui est processus sous-traité, hein, de la distribution des produits et vice-versa. Euh, et notamment, cette traçabilité doit être exacte. Hein, donc elle ne doit pas être laissée au hasard, et notamment quand vous utilisez des silos, c'est souvent le cas en matière plastique, hein, que ces silos soient gérés de manière adaptée en fonction des rythmes de rotation des camions. Voilà, donc votre système de traçabilité doit permettre d'identifier un produit, son numéro de lot, et lorsqu'il y a un codage qui est appliqué, hein, ce qui est parfois le cas sur des processus de moulage, on doit avoir une précision quand on va comparer notamment avec les dossiers de production. Donc là, il y a un vrai travail, il y a un vrai défi au quotidien. Donc si vous avez l'habitude de boucler efficacement vos dossiers de production, je dirais le risque est moindre. Par contre, si vous n'avez pas cette rigueur, le risque est plus important. Voilà. Autre changement, qui est tout ce qui est apporté par les programmes de surveillance environnementale. Donc là, le BRC a décidé d'introduire un outil important pour identifier les risques potentiels de contamination. Alors, bien sûr, il faut tenir compte de l'usage des produits, mais aujourd'hui, tous les sites agroalimentaires attendent que vous, sites d'emballage, élaborent un programme de surveillance rigoureux qui permette d'éviter des risques poussières, des risques microbiaux, hein, parce que leurs produits sont sensibles. Et le produit alimentaire ne doit pas être contaminé. On va le voir ni par des germes d'adultération, hein, donc type levure, moisissure, ni encore et encore moins hein, par des germes définis par la réglementation comme des germes de type Listeria, Salmonelle ou autre. Donc votre approche, hein, elle doit être un programme qui est axé sur les risques et vous devez tenir compte au cas par cas des agents pathogènes. J'en ai cité deux, Listeria, Salmonelle, on pourrait en situer d'autres, mais des organismes également de détérioration ou des organismes indicateurs d'altération de type levure, moisissure, pour en citer deux. Alors, regardons en détail. Alors, c'est bien, ça commence par l'exigence commence par le cas géant. C'est-à-dire que c'est pas applicable à tout le monde. Néanmoins, je vous invite à être en capacité d'expliquer si vous considériez que ce programme de management de surveillance environnementale n'était pas adapté. Euh, il faut vraiment regarder de près et je pense que dans beaucoup de cas, ce programme peut et doit s'appliquer. Donc ce programme doit tenir compte de différentes choses. Donc non seulement la présence, mais la probabilité également de survie, hein, et puis également de l'utilisation de ces emballages. Si on est par exemple sur une préforme, d'accord, bah cette préforme effectivement va être soufflée, mais on n'a pas envie que cette préforme soit avec de la poussière. Et pareil, si on est sur un fabricant de rouleaux, d'emballage, de films d'emballage, on ne veut pas que ce produit soit avec de la poussière ou des risques microbiologiques. Donc là, à partir du moment où vous avez identifié les risques, vous devrez mettre en place un protocole d'échantillonnage, identifier les organismes cibles, hein, soit des agents pathogènes, soit des germes d'adultération, les méthodes de test, méthodes rapides, hein, sont souvent retenues, et ensuite enregistrer, évaluer les résultats. Donc ces programmes devront être documentés et associés d'enregistrement. Revenons maintenant sur les changements liés à l'hygiène. L'hygiène, vous allez me dire, pareil, c'est un fondamental, on maîtrise bien. Bah, dans les faits, on se rend compte que régulièrement, on met un ou plusieurs écarts. Donc, quel est le contexte pour vous? Vous devez fournir un cadre pour le développement d'un système de gestion de la qualité et de l'hygiène, mais également le communiquer. Et c'est cette communication qui est importante. Parce que c'est souvent, je dirais, dans la non-connaissance des risques que les opérateurs vont faire des erreurs. Donc là, il a été souhaité par les propriétaires, c'est une bonne chose, de simplifier pour les nouveaux utilisateurs l'accès à la norme et de minimiser du coup le risque de contamination du produit par le personnel. C'est votre enjeu clé, soit au travers du contact, soit au travers de mauvaises manipulations. Donc il y a une révision et une mise à jour de toutes les exigences en matière d'hygiène afin de s'assurer que des contrôles rigoureux sont en place. Et c'est bien l'approche préventive des risques de contamination. Hein, c'est bien l'approche préventive. Donc ça, on rejoint la notion de culture. Alors, regardons en détail. Hein, ce qui est demandé, il est demandé notamment, donc j'en ai pris une, mais vous avez toujours cette phrase chapeau. Donc, les normes d'hygiène personnelle doivent être développées pour minimiser les risques de contamination. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? On doit avoir, du coup, quelque chose qui est documenté, mais qui est communiqué et qui est compris.
hein. L'auditeur va demander ensuite aux personnes et vérifier est-ce que les gens ne portent pas de bracelets, est-ce qu'ils respectent les règles, est-ce qu'ils ne portent pas de bijoux, puisque ces bijoux, y compris les piercings, peuvent constituer des risques de corps étrangers. Est-ce que les gens vont porter voilà, des faux ongles ou ont des ongles qui sont vernis, ce n'est pas autorisé. Est-ce que les gens vont pas utiliser du parfum ou des après-rasages, ce n'est pas autorisé, puisqu'on peut avoir des migrations hein, notamment de ces produits chimiques vers un emballage. Voilà. Donc les exigences relatives aux sites qui produisent des matériaux d'emballage doivent être basées sur une évaluation des risques et le respect de ces exigences doit être vérifié en interne. Hein, donc si vous avez, je dirais, des risques, et vous en avez forcément, vous devez régulièrement vérifier ces risques et pas attendre que votre organisme de certification les souligne. S'il les souligne et qu'ils sont graves, on sera sur des non-conformités majeures ou critiques. Revenons maintenant aux évolutions du programme d'audit inopiné. Donc l'audit inopiné n'est pas une obligation, mais c'est une option. Qui n'a pas été aussi populaire que prévu, très peu de sites ayant choisi cette formule d'audit. Donc il y a eu une volonté, une nécessité d'une révision de ces formules. Donc désormais le programme d'audit inopiné reste toujours d'application volontaire, donc les sites peuvent continuer à opter pour un audit annoncé ou inopiné. Et l'option 2 des audits inopinés a été supprimée, ce qui simplifie l'approche. Donc ça veut dire que désormais, soit on est en audit annoncé total, soit on est en audit inopiné total. Hein. Donc l'auditeur frappe à votre porte et ensuite il va vérifier sur le terrain les choses, mais vous ne connaissez pas la date et vous découvrez le programme au fur et à mesure du déroulement. Voilà, je voudrais arriver sur un dernier point avant de répondre à vos questions. Je vous l'ai dit, il y a un nouveau module qui traite de tout ce qui est contrôle des granulés et des flocons et de la poudre dans le domaine donc, de l'emballage plastique. Donc c'est applicable dès qu'on a, je dirais, des polymères que l'on va venir agréger sous forme de pastilles. Et cette pastille ensuite peut être utilisée, bien sûr, dans des procédures et des processus de production. Voilà, par exemple dans de l'extrusion. Euh, donc on va utiliser ces flocons et ces poudres, on peut venir rajouter des agents actifs ou rajouter des additifs hein, pour permettre notamment des phases de glissement, de glissage meilleures, mais on peut également utiliser ces produits hein, dans des cols qui sont thermofusibles, hein, qui vont utiliser pour coller des cartons. Et on sait qu'on ne veut pas non plus des phases de migration où ça peut être utilisé de différentes manières dans d'autres matières premières. Donc le but ici, c'est de supprimer toute contamination plastique au niveau de la chaîne d'approvisionnement, donc éliminer le risque d'accumulation de produits chimiques, donc d'éviter la contamination de la chaîne alimentaire, mais également éviter le risque hein, des destructions des poissons et des mammifères marins. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une stigmatisation autour du continent plastique et la réduction des emballages à la source reste une priorité pour chacun de nous et également pour les industriels pour limiter leurs coûts. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces principaux changements. Voilà. Nous allons donc nous arrivons maintenant à la deuxième partie de ce webinaire. Le temps pour vous de nous questionner. Je suis donc à votre écoute. Je vais couper le micro. Hein, je vais couper le micro dans quelques secondes. Vous aurez donc un peu de silence. J'ai été très bavard. Le temps que vous puissiez poser vos questions via la boîte à questions. Je coupe donc le son et reviens vers vous dans 2 à 3 minutes. Et là, on met tout le package. Comme là, par exemple, je dis, la loi Vernier, on n'a pas de nous, ça fait des règles. Vérifier quelqu'un qui n'a pas. Un vernis, c'est pas visible. Trop fort. Un visible, c'est vernis, mais un vernis, c'est visible, mais un parfum. Et du coup, voilà. Moi, je pense qu'on est quand même encore au risque faible. On a quand même de l'emballage secondaire. Il faut qu'on justifie, en fait, pourquoi on ne le fait pas, en fait. Donc, tout ce qui... Il va falloir justifier pourquoi on ne fait pas les choses. Je pense que le parfum, de toute façon, déjà, que la boîte prenne l'odeur du parfum que l'on a, il faudrait quand même vraiment... Ouais. C'est pareil, pas de maquillage. Pas encore... Bah, disons que c'est très contradictoire parce qu'il n'y a pas de Charlotte. Oui, mais ça aussi, c'est obligatoire, en fait, dedans la norme. Ah, d'accord.
en risque élevé. Donc nous, on est... et donc à partir du moment où on fait... Alors aujourd'hui, on n'en fait pas. Mais si on va sur des produits en contact direct, comme par exemple des ballottages de chocolat, c'est obligatoire, il n'y a plus... Et en fait, on est dans le haut niveau. Juste entre l'entre-deux, quoi. Donc c'est soit on n'en fait pas et on reste comme on est, soit on décide d'aller sur ces marchés-là et on n'aura pas d'excuses, faudra aller dedans. Les cartons, ils sont plus ou moins contaminés. Voilà, donc je vais répondre à certaines questions qui sont arrivées. Merci de votre participation. D'abord, une question au niveau du risque vert. Est-ce que le risque vert est le même dans chacune des entreprises d'emballage? Alors, je dirais oui et non. Si on prend par exemple un fabricant de bouteilles verres, un verrier, lui, il aura des risques verts à différents niveaux de son process et sa maîtrise du verre sera particulièrement regardée à la loupe, si je peux dire. Donc aussi bien dans les phases, je dirais, au niveau du four que dans la partie boue froide de l'usine, mais également lors des phases de parachèvement, hein, donc ces phases où on va avoir effectivement une finition au niveau, je dirais, de l'emballage. Donc ça, c'est un exemple. Si on prend par exemple dans le secteur de l'extrusion plastique, fabrication des préformes ou fabrication des IBC, hein, donc les containers, gros containers de 1000 litres que vous connaissez sans doute tous, faudrait être vigilant également sur le risque vert. Alors même si on n'a pas de verre, je dirais dans le process directement, on peut avoir des risques de casse de néon, on peut avoir des lampes qu'on utilise, on peut avoir des opérations de maintenance avec des caisses à outils où on peut venir, si on n'a pas de connaissances suffisantes, venir ramener des risques. Donc soyez vigilants sur ce point. Hein. Donc ça c'était une première question. Deuxième question sur les risques chimiques. Alors les risques chimiques, pareil, sont-ils les mêmes en fonction d'une industrie dans le secteur du plastique, dans le secteur de l'emballage ou par exemple dans le secteur du papier? Alors l'enjeu est le même. Hein, c'est d'assurer une inertie et un produit sans risque, puisque c'est un fondamental de la réglementation 1935 et sur la partie matière plastique 10-2011. Donc bien évidemment, vous devez préventivement faire en sorte d'avoir des lieux de stockage privilégiés, mais sécurisés au niveau de vos lubrifiants, par exemple, utiliser des lubrifiants adaptés, donc soit de qualité food grade, soit non alimentaires, dans les différents endroits. Pour ceux qui utilisent des installations pneumatiques, hein, c'est souvent le cas, faire attention à tout ce qui est fuite hydraulique. Hein, les fuites hydrauliques sont souvent identifiées comme des prérequis opérationnels importants. On n'est plus uniquement dans le prérequis, puisque là, si on a des fuites sur des installations, notamment dans des phases de presse, qui peuvent être, je dirais, soumis à des grandes pressions. Il faut être sûr que cet environnement de fabrication reste très, très sécurisé. Hein. Après, si on prend des process de type impression, flexo par exemple, on va venir utiliser différentes peintures. Donc attention effectivement à ce que dans les manipulations de ces produits-là, on puisse assurer un rangement et un ordre propreté de manière satisfaisante. Voilà deux exemples au niveau des risques. Donc, quid du risque que fraude, sur tout ce qui est fraude, qui est une autre question. Donc, le risque fraude est important. Effectivement, il doit être pris en compte par une analyse à la fois au niveau de vos produits. Donc on peut être effectivement notamment sur du recyclé en fonction des taux de recyclage. On peut avoir des recyclages qui seraient non conformes. Donc là, vous devez démontrer à la fois dans le couple matière première et également sur les fournisseurs, votre approche. Alors je m'explique, je donne un exemple. Si vous avez deux fournisseurs par exemple de PET, vous devez faire cette analyse de fraude matière première par matière première et fournisseur par fournisseur.
Hein, c'est pas de dire uniquement le PET de type grade A, qu'il soit fournisseur A ou fournisseur B, il répond à la même analyse de fraude, parce que son origine de matière première ne sera pas forcément la même. Donc il faudra bien agréer chacun des fournisseurs, et c'est dans un couple matière première et fournisseur que cette analyse de fraude doit être faite. Alors c'est vrai qu'en fraude, pour vous qui êtes dans le secteur de l'emballage, vous partez de, je dirais, d'une documentation qui est beaucoup moins importante que ce qu'on a dans le secteur agroalimentaire. Néanmoins, vous pouvez vous inspirer déjà de la méthodologie existante dans l'agroalimentaire, et après en vous rapprochant de vos interprofessions, des choses existent, et également les incidents qui ont pu avoir, par exemple alors que ce ne sont pas forcément des fraudes, puis des incidents de production comme des démarches de type set-off, connues sous les formes de décalque. Ça peut être une fraude si quelqu'un remettait sur le marché un produit non conforme, connu comme non conforme, mais qui pourrait être considéré comme une bonne aubaine. Donc ça peut être identifié. Alors, autre exemple, autre question, j'espère avoir répondu sur la fraude. Alors, une question qui est sur les audits internes que je lis. Pour notre audit interne, faut-il qu'il soit réalisé sur la base de la version 6 ou pouvons-nous le faire sur la base de la V5? Alors, la question mérite d'être posée. C'est une question importante. C'est une très bonne question. Merci. Vous êtes obligé de le faire sur la V6, puisque vous devez conduire un audit interne qui démontre que vous avez bouclé l'ensemble des exigences. Donc, prévoyez-le suffisamment tôt, parce que ça démontre aussi votre bouclage. Et c'est indispensable. Vous ne pouvez pas vous présenter une certification sans audit interne. Donc, voilà. Donc, autre question, le point 5.9.4 indique la notion de libération positive. Alors, bon, je ne connais pas chaque exigence par cœur. Je vais essayer de reprendre ça directement. Alors, je vous demande un instant. Alors, je pense qu'il y a une erreur parce que on n'est pas sur du 5.9.4, puisque le 5.9.4, il parle de stockage. Alors, je vais essayer de le retrouver ailleurs. Ah oui, pardon. Si, alors, excusez-moi. Le stockage des produits finis, alors je relis l'exigence 5.9.4. Le stockage des produits finis ou intermédiaires doit répondre aux exigences du client avec expédition suivant un contrôle libératoire positif. Alors, par rapport à ça, je vais regarder sur le guide d'interprétation. Il y a un guide d'interprétation qui est bien fait. On utilise systématiquement. Alors, juste un instant. Pourtant, c'était bien pris. Bon, dans le guide d'interprétation, ce n'est pas pointé de manière spécifique, puisque le guide d'interprétation dit que les sites doivent s'assurer que les produits finis ou les produits intermédiaires sont utilisés et envoyés de manière à respecter un FIFO. Quand les sites stockent des produits finis à l'extérieur, donc après le commentaire concerne la deuxième partie de l'exigence. Alors, la notion de positive release, elle doit être comprise dans le sens que vous ne pouvez pas mettre sur le marché un emballage pour lequel les contrôles de votre système qualité-sécurité alimentaire auraient été chantés ou n'auraient pas été vérifiés. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. C'est que l'ensemble des contrôles et le bouclage de vos dossiers de production doivent être réalisés de sorte que vous ne mettiez pas sur le marché un emballage non contrôlé. Hein. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Alors, autre question. Pour les entreprises fabriquant des emballages alimentaires, mais également non alimentaires, est-ce que le système de traçabilité doit être égal? Alors, effectivement, quand on est dans des systèmes de partie double, donc je dirais liés à l'agroalimentaire et non liés à l'alimentaire, le plus simple, c'est d'avoir une seule règle et de mettre la règle la plus exigeante, c'est-à-dire assurer la traçabilité à chacune des étapes. Maintenant, si vous n'êtes pas en capacité de le faire, ça veut dire que sur les différents silos, par exemple, si vous avez des silos de matières premières qui sont dédiés à l'alimentaire,
eux, ils doivent y avoir une traçabilité et vous démontrez l'absence de risque de contamination dans les différentes parties du process. Donc, si vous, par exemple, vous avez une écluse, si vous travaillez des PET, si vous avez une phase de séchage de vos matières premières, l'ensemble de ces process ne doivent pas être à risque entre une traçabilité qui serait maintenue et une traçabilité qui ne serait pas maintenue. Et dans la tête des opérateurs, le risque d'erreur doit être maîtrisé. Alors, je sais que dans certains sites, on va y avoir des systèmes de Poka-yoke avec des branchements qui vont interdire, je dirais, des risques de mélange. Mais bien évidemment, si vous n'avez pas de traçabilité sur une partie des matières premières et des semi-finis et des produits finis, il faudra être particulièrement vigilant dans votre démarche. Voilà pour les principales questions qui ont été posées. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Je vais simplement rebasculer sur la présentation. Voilà, donc merci de votre attention. Sachez que vous pouvez contacter LRQA France. 2 personnes sont à votre service pour répondre à toutes vos questions. Donc Virginie Fillier, dont vous avez les coordonnées qui s'affichent, et également notre service formation qui peut vous apporter, je dirais, un éclairage sur les différentes formations que l'on peut vous apporter, soit de manière inter, soit en intra. Pensez également à vous abonner à notre newsletter et rester connecté avec notre actualité et celle des référentiels. Merci en tout cas pour votre confiance, que vous soyez, je dirais, industriel qui travaillait avec nous, ou si vous nous découvrez, j'espère que voilà, ce temps que vous avez consacré, c'était un investissement pour vous, pour mieux comprendre notre approche et mieux comprendre comment Lux Register peut continuer ou devenir votre partenaire de demain. Merci de votre écoute et très bonne réussite dans vos démarches. Nous restons à votre écoute.